Et pour la dernière fois dans cette série de vidéos, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'examen de janvier de 2024 apparaître comme question? On a vu le système international d'unité apparaître en vous disant, ok, bah tiens, typiquement, la constante de rappel d'un ressort, quelles sont ces unités? Alors, premièrement, ces unités usuelles, ce sont des newtons par mètre, mais après, de les mettre en kilogrammes, mètres, secondes, les 7 unités du SI, sachant qu'on est en mécanique, c'est principalement ces trois-là qu'on va retrouver. Et donc se rappeler que, ah bah tiens, une force, par exemple, on a F égale ma, et donc une force, c'est des newtons, c'est égal à une masse, kilogramme, fois une accélération, mètre par seconde au carré. Et donc la constante de rappel d'un ressort, c'est des newtons par mètre, et donc c'est des kilogrammes mètres par seconde carré par mètre, et donc c'est des kilogrammes par seconde au carré. C'est beaucoup plus clair newton par mètre que kilogramme par seconde au carré. Mais voilà, si on voulait l'écrire en unité du SI, ce serait des kilogrammes par seconde carré. Après ça, on a vu qu'on pouvait avoir une question de statique. Statique, où la somme des forces valait 0, et on a vu qu'on pouvait avoir des frottements. Soit des frottements cinétiques qui valent μc fois n, soit des frottements statiques qui valent ce qui valent, mais qui doivent toujours être plus petits que des frottements statiques max, qui valent μs fois n. Puis on est rentré dans la dynamique. Et là, on a vu que ce soit pour la dynamique ou la statique, on a toujours cette même procédure qui est de, premièrement, mettre les forces. Après avoir isolé chacun des systèmes, on met les forces de tous les systèmes. Et donc, le poids, suivi de toutes les forces de liaison, typiquement les tensions dans les cordes, etc. Suivi des appuis. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie et quels sont les frottements qui en découlent. Et puis on était dans les équations de la dynamique. Et donc on met l'axe X selon l'accélération, ce qui nous permettra de dire que la somme des forces selon X est égale à ma. Et donc selon Y, on n'a pas d'accélération, puisque toute l'accélération est selon X, et donc là on est en statique, somme des forces selon Y égale 0. Sans oublier évidemment qu'on peut avoir une rotation avec la somme des moments de force qui est égale à I alpha. Après ça, on a vu l'énergétique. Et, pardon, je vais trop vite, on n'a pas vu l'énergétique. Après ça, on a vu la cinématique. Qu'est-ce qu'on a vu en cinématique? On a vu les équations du mouvement. On regardait quand une accélération est constante, ce qui avait pour effet d'avoir une vitesse au cours du temps qui valait v0 plus at, et une position au cours du temps qui valait x0 plus v0t plus 1 demi at carré, où les 0 veulent dire la vitesse initiale, la position initiale, t le temps, et puis a l'accélération. Et on avait vu là qu'il y avait plusieurs cas, soit on avait des tirs paraboliques, où il faudra bien faire ça selon x et selon y, donc on va avoir une accélération selon x, une accélération selon y, une vitesse selon x, une vitesse selon y, et ainsi de suite. Et qu'on avait quelques points particuliers qui nous permettaient de dire, par exemple, voilà en haut d'une parabole, vy vaut 0. Si je mets mon système d'axe comme ceci, et ben à la fin, là, quand je touche le sol, y vaut 0. Mais pour ça, il faut choisir un bon système d'axe. Et on avait vu que si jamais je regarde deux objets qui se rapprochent ou qui a une course et qu'on veut regarder quand ils sont au même endroit, j'écris mes équations pour l'objet 1, j'écris mes équations pour l'objet 2 et je regarde à quel moment, ce moment tx, ils sont à la même position. Ensuite, cette fois-ci, on a vu l'énergétique en deux vidéos parce qu'il y avait deux exercices dessus à cet examen-ci. L'énergétique qui était que l'énergie au début plus un certain travail est égal à l'énergie à la fin. Et on a vu qu'il suffisait pour chaque objet de remplacer par nos différents types d'énergie, à savoir l'énergie potentielle, est-ce qu'il y a une variation de hauteur, l'énergie cinétique de translation, est-ce que j'ai une vitesse, 1 demi mv carré, ou est-ce que j'ai une vitesse angulaire, 1 demi i oméga carré, et enfin, est-ce qu'il y a un ressort à considérer ici? Ce serait le cas, j'aurais 1 demi kx carré. Ça, c'était pour E1 et E2, mais on n'oublie pas qu'il y a un travail qui vaut F fois D en translation
ou le couple résistif fois θ en rotation. Et on a vu que le lien entre translation et rotation, c'était chaque fois quoi? C'était chaque fois que l'accélération, la vitesse et la position sont liés à leur variable angulaire au rayon près. Et voilà tout ce qu'on avait vu. Le petit résumé que je viens de faire là maintenant, son but c'est pas que ce soit le résumé le plus clair au monde, mais c'est quelque chose que vous devez absolument savoir faire. C'est toujours très efficace quand on étudie d'un moment se poser la question, tiens, est-ce que j'arrive à résumer l'ensemble du cours, là comme ça, est-ce que j'arrive à donner toutes les formules? Faites-le peut-être une première fois en visualisant tout le cours, toutes les vidéos, en faisant tous les exercices, faites-vous un résumé. Et puis ne regardez pas ce résumé et dites-vous, est-ce que je suis capable de le reproduire? Est-ce que je suis capable de me dire, ah on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça, il y avait telle formule, telle formule, telle formule. Si oui, vous êtes déjà très bien parti. C'est toujours beaucoup plus facile en regardant un écran de se dire, ah oui, si, oui, ça je me souviens, que de fermer les yeux et essayer de se remémorer. Ce genre d'exercice, vous pouvez même le faire sans l'écrire. Alors au début, c'est mieux de le faire pour l'écrire, pour essayer un peu de l'imprimer dans votre corps et vos yeux. Mais quand vous êtes en train d'attendre le tram, quand vous êtes en train de faire la vaisselle, essayez de réfléchir à ça. Surtout que vous avez un examen qui approche bientôt. Et donc, essayez de vivre la mécanique constamment, d'y penser à tout instant. Vous serez étonné à quel point elle intervient partout, hein. Chaque fois que je fais la vaisselle, j'y pense. Ah, bah, il y a des frottements, je vais pousser plus fort, je vais mettre le côté rugueux, ça change le coefficient de frottement. L'énergétique, j'y pense encore. L'autre jour, j'ai été élaguer mon arbre, j'ai pensé à comment mettre l'échelle, ben, j'ai pensé de nouveau force de frottement, angle, répartition du poids, etc. C'est extrêmement important que vous soyez capable de faire ce genre d'exercice et de faire tous les liens entre les cours et de voir aussi ben, tous les chapitres qui ont été abordés. Et donc, justement, si vous voyez tous les chapitres qui ont été abordés, vous voyez que dans l'examen qu'on vous a proposé en janvier 2024, on ne parle pas des collisions. Et c'est le but de cette vidéo aussi, c'est de se dire, bah oui, mais c'est pas dit que vous n'aurez jamais de collision dans les examens, c'est tout à fait possible qu'en seconde chance vous l'ayez, ou que pour les gens qui regarderont cette vidéo-là en 2025, bah, pour l'examen de janvier 2025, il y ait des collisions. Comme on vous dit, chaque année, on prend un peu l'inspiration du moment, on essaie toujours de vous présenter une situation concrète. Ici, c'était deux cabines qui sont reliées par une poulie est remplie d'eau qui monte et qui descend. On a un système assez ingénieux et sympathique qu'on peut vraiment comprendre avec les mécaniques. Vous avez déjà eu, comme vous l'avez vu sur le site du cours, un trébuchet ou parfois des aventures un peu fantastiques de votre enseignant préféré. Bref, tout est possible. Et donc, ce qui est aussi possible, ce sont les collisions. Qui dit collision dit qu'il y a un choc entre deux objets. Et donc, si j'ai une collision, je vais avoir un objet, par exemple, qui va venir en collision avec un autre objet. Quand j'ai une collision, on a toujours conservation de la quantité de mouvement qu'on va noter P et de la quantité de mouvement totale. Et donc, j'ai de nouveau, comme en énergétique, en fait, les collisions, on reste quand même dans l'énergétique, un moment avant et un moment après. Prenons par exemple deux objets qui foncent l'un vers l'autre. Ils ont la même masse, je vais appeler ça 1 kg. Enfin non, on va pas prendre 1 comme ça, on le verra mieux dans les équations. 3 kg et 3 kg. Et ils vont l'un vers l'autre, à 1 mètre par seconde chacun. Au moment 2, mes deux objets, en fait, ils vont s'arrêter. Je peux déjà vous le prédire comme ça. Pac. Eh bien, ça veut dire quoi la conservation de la quantité de mouvement totale? La quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse. Et la quantité de mouvement totale, ça va donc être la quantité de mouvement totale au moment 1 est égale à la quantité de mouvement totale au moment 2. Et donc, ça veut dire quoi? Quantité de mouvement totale, c'est la quantité de mouvement de cet objet 1 là, je vais l'appeler A, et cet objet B là, donc c'est la quantité de mouvement de l'objet A au moment 1, plus la quantité de mouvement de l'objet B au moment 1 est égale, pareil, mais au moment 2. C'est ça la conservation de la quantité de mouvement totale. Si je remplace, ça va à chaque fois être la masse fois la vitesse, plus la masse fois la vitesse, et ici je vous avais dit qu'ils sont à l'arrêt. Et donc, là on voit un souci, c'est que ici j'ai 6 et là j'ai 0. Il vient d'où ce souci? Qui n'est pas un hasard que j'ai créé, hein.
c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est bien en vecteur. Et donc, on va de nouveau travailler avec un système d'axes. Et là, tout va devenir plus clair parce que, comme c'est un vecteur, je vais avoir conservation de la quantité de mouvement selon y, mais selon y, il ne se passe rien. J'ai 0 égale 0. Et donc, ce que j'ai fait là, en fait, je l'ai fait selon x. Et si je le fais selon x, on voit bien ici que ma quantité de mouvement vaut 3 fois 1 pour l'objet A, mais va valoir moins selon l'objet x. Exactement comme en statique. Ici, ma force va vers la gauche. Et donc là, j'ai bien 3 fois 1 moins 3 fois 1. J'ai 0 égale 0. C'est logique. Alors, évidemment, si vous avez un exercice comme ça le jour de l'examen, il y aura une inconnue là-dedans. Par exemple, on pourrait vous dire, bah tiens, je sais que j'ai 3 kg ici à 1 mètre par seconde. Je sais qu'à la fin, plus rien ne bouge. Je sais que j'ai 3 kg ici, mais que vaut la vitesse là? Et donc alors, j'aurais par exemple cette inconnue ici, v, et on résoudrait et on trouverait. Je prends cet exemple-là où on a tout parce que tout pourrait être des inconnus. On pourrait vous demander, tiens, sachant que les deux objets restent ensemble, que vaut la vitesse, etc. Ça, c'est pour toutes les collisions. Maintenant, il y a deux types de collisions qu'on a vues en classe. Première collision, si on reprend cette situation-là, mes deux objets vont l'un vers l'autre et puis ils vont se coller, ne faire plus qu'un. Et vous voyez ici, j'avais pas mal d'énergie. J'avais plein d'énergie cinétique par là, plein d'énergie cinétique par là. Et puis là, j'ai plus d'énergie cinétique. J'ai 1 demi mv carré qui vaut 0 puisque v vaut 0. Autre cas de figure, mes deux objets vont l'un contre l'autre, mais ils gardent toute leur énergie. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rebondir. Ils vont venir comme ça, l'un vers l'autre, puis poc, et ils vont rebondir et repartir dans leur direction opposée. La différence entre ces deux collisions, c'est l'énergie. En effet, ici on voit qu'on perd beaucoup d'énergie, alors qu'ici on garde cette énergie cinétique. On voit qu'on avait du mouvement avant et qu'on garde du mouvement après. Alors qu'ici on avait du mouvement après, avant et on n'en garde pas. Ceci c'est ce qu'on appelle un choc inélastique. Et même pour être exact, il est 100% inélastique. On perd toute notre énergie. Ici, on a ce qu'on appelle un choc élastique. C'est un stock qui conserve l'énergie. Et donc, quand je veux résoudre un exercice, je dois non seulement savoir si c'est une collision, mais je dois en plus savoir si elle est élastique ou inélastique. Voyons ça au slide suivant. Si j'ai une collision, on sait que la quantité de mouvement totale avant est égale à la quantité de mouvement totale après. On n'oublie juste pas qu'on travaille avec des vecteurs. Ça aura comme effet de le faire selon x et selon y. Maintenant, le jour de l'examen, souvent, on travaille à une seule dimension. Par contre, pas oublier qu'il y a un sens du coup. Et donc, ça pourrait être positif ou négatif en fonction du sens des vitesses, sachant que P, c'est mv. Maintenant, ma collision peut être élastique. Si elle est élastique, ce sera précisé dans l'énoncé, alors j'ai une règle en plus, c'est que l'énergie cinétique totale avant va être égale à l'énergie cinétique totale après. Donc si je reprends un peu mes deux objets qui venaient en collision comme ceci, l'énergie cinétique totale avant, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique totale de mon objet A plus l'énergie cinétique totale de mon objet B. Et ça, c'est leur vitesse au moment 1. Après, j'aurai la même chose au moment 2. Leur vitesse va changer, mais vous voyez que leur énergie cinétique doit rester la même au total. Je pourrais avoir un transfert de vitesse, mais l'énergie cinétique doit être la même. Si j'ai quelque chose d'inélastique, eh ben, c'est tout. Et donc, si je reprends là-dessus, si j'ai une collision, dans tous les cas, j'écris que la quantité de mouvement total avant est la même que la quantité de mouvement total après. Par exemple, ici, j'aurais que MAVA1 plus MBVB1, la quantité de mouvement A et la quantité de mouvement B, va devenir la quantité de mouvement A au moment 2 plus MBVB au moment 2.
faut juste faire attention, si je reprends exactement cet exemple-ci, si je mets l'axe X par là, alors ma masse B va vers la gauche, typiquement. Ensuite, je me pose une deuxième question. L'étape 2, c'est soit je suis élastique, soit je suis inélastique. Si je suis inélastique, c'est tout, j'ai plus rien à faire. Je vais pouvoir m'en sortir juste avec la première équation. C'est ce qui s'était passé par exemple ici. Ça, c'était ma situation avant, au moment 1. Et ça, c'était ma situation 2, où j'ai les deux objets qui viennent là. Et bien là, je sais que je suis inélastique, et donc je peux juste dire que la quantité de mouvement de A moins la quantité de mouvement de B, j'ai mis moins parce que vous voyez ici il y a un moins, va être égale à 0. Parce que ici, j'ai pas de vitesse. Et donc avec ça, je vais pouvoir tomber sur tout ce que je veux. Si j'avais quelque chose d'élastique, où on vous précise dans l'énoncé que c'est élastique, alors je ne vais pas commencer à me contenter de cette équation-là. Je vais en plus ajouter la conservation de l'énergie cinétique. Du coup, pour compenser un peu, ce qu'on vous pose très souvent comme question de jour de l'examen, c'est d'estimer l'énergie cinétique perdue. En effet, si j'ai une collision élastique, j'ai pas d'énergie cinétique perdue, et donc on va avoir deux équations. On va avoir la quantité de mouvement avant et la quantité de mouvement après qui vont être égales. Et je vais avoir pareil pour l'énergie cinétique totale avant et l'énergie cinétique totale après. Ça, c'est dans le cas d'une collision, ça explique la première équation. Élastique, ça explique la deuxième équation. Si je prends une collision inélastique, on a juste la première partie. Première partie qui nous dit que la quantité de mouvement total avant est égale à la quantité de mouvement total après. Et donc souvent ce qu'on peut vous dire c'est quelle est l'énergie perdue. On a de l'énergie perdue. Ça c'est juste une question de bon sens. J'avais de l'énergie avant. J'avais de l'énergie après. Mais si je perds de l'énergie, c'est que là par exemple j'avais 100 joules. Et là, j'en ai plus que 10 joules. Et donc là, j'en aurais perdu combien? 100 moins 10. Et donc, mon énergie perdue, c'est simplement l'énergie avant moins l'énergie après. Et ça, c'est mon équation. On vous le demande pas toujours, mais souvent, comme cette étape-ci est un peu plus longue pour compenser, quand on fait une collision élastique, l'énergie avant moins l'énergie après vous donne l'énergie perdue. Reste à savoir comment savoir si on a une collision élastique ou inélastique. Très souvent, c'est précisé dans l'énoncé. Maintenant, de manière générale, comme vous connaissez un peu ce que ça implique élastique et inélastique, bah dès qu'on voit une perdition d'énergie, typiquement il n'y a plus de vitesse ou quoi, là c'est clairement inélastique. Sinon, plus je vais avoir de déformation, plus j'ai de l'énergie qui ne peut pas être transférée. Et donc je vais avoir un choc inélastique. Prenons le cas de lancer un chewing-gum sur une voiture. Mon chewing-gum va venir se déformer pour se coller à la voiture. C'est un choc inélastique. Par contre, si je prends deux billes de billard qui rebondissent l'une sur l'autre, c'est un choc quasiment élastique, mais dans notre cours, on va le considérer élastique, mais billes ne se déforment a priori pas. C'est comme ça que vous pouvez le voir. On va donc aussi parler d'encastrement. Ça, c'est le cas où deux objets bougent ensemble. Si j'ai une voiture qui avance et que je lance un chewing-gum dessus, il se colle dessus, il est encastré sur la voiture, il est collé. Et donc là, c'est même plus fort qu'un choc inélastique, c'est un choc 100% inélastique et c'est un choc où mes deux objets, M1 et M2, M1 c'est mon chewing-gum, M2 c'est ma voiture, vont à la même vitesse. Donc on aurait ma quantité de mouvement total après, qui vaudrait ceci. Et très souvent, moi je vous conseille de le noter directement en disant bah, j'ai un gros objet qui bouge à une vitesse v, ce qui simplifie vos équations. Je répète une dernière fois, quand j'ai une collision, quantité de mouvement total avant égale quantité de mouvement total après. Les quantités de mouvement, c'est m fois v pour chaque objet, avant et après.
Ensuite, on regarde si c'est élastique ou inélastique. S'il y a une déformation, ou si c'est noté dans l'énoncé, il y a de fortes chances que ce soit inélastique. S'il n'y a pas de déformation, ou que c'est noté dans l'énoncé, ce sera élastique. Quand c'est élastique, on a en plus que l'énergie cinétique totale avant, on fait 1 demi la masse de l'objet A fois la vitesse de l'objet A au carré, plus 1 demi la masse de l'objet B fois la vitesse de l'objet B au carré. Ça c'est avant, et puis pareil après, l'énergie cinétique est conservée. Si c'est inélastique, il n'y a pas d'énergie cinétique conservée, peut-être qu'on pourrait vous demander de calculer l'énergie perdue qui est égale à l'énergie avant moins l'énergie après. Et donc on a ceci. Ça c'est mon énergie cinétique perdue. Dernier cas qui vaut quand même la peine de mentionner, si on vous précise que les deux objets sont encastrés, ne font plus qu'un, bougent ensemble, eh ben, on pourra toujours écrire ça comme un seul gros objet de la masse de la somme des deux, plutôt que de considérer deux autres objets. Ça change pas grand chose, mais c'est souvent un peu plus clair pour les exercices. Voilà qui conclut cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux appréhender l'examen, à voir ce que vous pouvez, soit si vous repassez pour la première fois cet examen, voir comment bien se préparer. Mais alors j'insiste pour vous, si c'est la première fois que vous passez cet examen, il y a d'autres vidéos à visionner, il y a d'autres choses qu'on a vues en classe. Ceci était juste un gros résumé. Soit si c'est votre deuxième chance ou votre seconde session, ainsi de suite. J'espère que ces vidéos vous aideront un peu à voir que faire pour réussir cet examen. C'est un examen vraiment important pour la suite de vos études. Essayez de prendre du recul et de vous rendre compte tous les impacts positifs que ça peut avoir pour comprendre comment se passe la vie, comment mettre une échelle, qu'est-ce qui se passe quand un objet monte, quand un objet descend, s'il y a un ressort, sachant que c'est des situations qui peuvent arriver dans votre vie de tous les jours, mais aussi et surtout dans votre vie professionnelle. Il y aura bien un moment où vous devrez forer dans un mur, un moment où vous devrez mettre une échelle contre un mur, un moment où il y aura des objets qui montent, qui descendent, et aussi des objets à contrôler ou avoir de la notion de cinématique peut être très important. Et donc, accrochez-vous, que ça se passe bien, et on se voit en examen. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit si vous n'êtes pas à l'EFEC, à mettre vos commentaires YouTube, et si vous êtes à l'EFEC, à plutôt privilégier les forums de mécanique. Que tout se passe bien, de bonnes réussites, de bonnes découvertes en mécanique, et j'espère vraiment que ces vidéos vous auront aidé.